Bienvenue dans Figure de Sport. Je suis Bruno Huby, coureur d'ultra-distance, 2 fois champion du monde de 100 km avec l'équipe de France, vainqueur des 100 km de Millau, entraîneur, passionné de sport. Dans ce podcast, je chausse mes baskets d'intervieweur pour vous faire découvrir un invité au parcours inspirant. Celles et ceux pour qui le sport a tenu une place centrale ou déterminante dans leur parcours de vie. Ici, on parle d'exploits, de dépassement de soi, de défis personnels. Dans chaque épisode de Figure de Sport, je vous emmène à la rencontre de personnalités qui ont repoussé leurs limites et les frontières du possible en se servant du sport comme source d'épanouissement et de levier de la réussite dans leur vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Figure de Sport, j'accueille Aude Bazin. Elle est diététicienne. Ce qui fait sa particularité, c'est sa capacité à transformer la science de la nutrition en conseils concrets et applicables. Et c'est ce qu'on aime dans ce podcast. Elle vient nous éclairer sur la gestion de l'alimentation au quotidien, mais aussi sur ce levier trop souvent sous-estimé par les sportifs de la nutrition pour mieux pratiquer son sport. On soigne son plan d'entraînement, on soigne son matériel, mais on oublie trop souvent le troisième pilier, la nutrition. Comment bien s'alimenter sans que ça devienne une contrainte? Aude va nous partager son expertise pour vous aider à y voir plus clair et comprendre les vrais besoins de votre corps. Mieux vous alimenter pour mieux pratiquer. La performance est aussi dans l'assiette. Bonjour Aude. Bonjour Bruno, c'est tellement vrai ce que tu dis. Ouais, je suis heureux de t'accueillir au micro de Figure de Sport. On va parler de tout ça. Mais comme c'est la coutume sur ce podcast, est-ce que tu peux te présenter ? Très bien, écoute, je m'appelle Aude Bazin, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en micronutrition, en nutrition du sport. Je travaille en libéral en cabinet à Reims et je travaille aussi au Krebs de Reims auprès des sportifs du Krebs. Dont un certain Félix Bourg, si je ne me trompe pas. Absolument, que je vois de temps en temps, effectivement. Alors Aude, qu'est-ce qui t'a amené à lier la nutrition au monde du sport ? Eh ben écoute, très certainement parce que j'en fais, que je trouve ça important, que je trouve que les deux vont très bien ensemble parce que ce sont des piliers de la santé, de l'équilibre du quotidien. Et donc ça m'a paru logique, à partir du moment où je faisais de la nutrition, de l'appliquer au sport. Et puis le sport de haut niveau, j'ai toujours aimé ça, j'adore participer, pratiquer, regarder. Donc c'est aussi une joie pour moi de pouvoir participer au succès des athlètes, des sportifs, dans leur recherche de performance à travers la nutrition. Donc c'était une évidence pour toi de Complètement. ne pas faire que de la nutrition, mais de faire aussi de la nutrition sportive. Alors, tu nous as parlé, moi je me mélange un peu les pinceaux, tu nous as dit que tu étais diététicienne nutritionniste. C'est quoi la différence ? J'arrive pas toujours à bien mesurer ça, parce qu'il y a des gens qui disent je suis diététicienne, je suis nutritionniste. C'est quoi la différence entre nutritionniste et diététicienne ? Alors je te rassure, hein, tu n'es pas le seul, c'est très commun. En fait, la différence, elle est réglementaire. C'est-à-dire que diététicienne, c'est un titre qui est réglementé par un diplôme. Et donc, D'accord. on ne peut dire qu'on est diététicien que lorsque l'on a soit un BTS diététique ou un DUT génie biologique option diététique. En revanche, le titre de nutritionniste n'est pas protégé par un diplôme. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que si on va voir un nutritionniste, c'est un médecin. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut aussi aller consulter un ingénieur qui est spécialisé en nutrition, quelqu'un qui est passionné par la nutrition, qui a fait des études d'ingénieur agro et qui est très très bon. Et puis, une diététicienne de fait, elle est nutritionniste, mais on peut aussi tomber sur des charlatans qui ont fait 20 heures de formation sur Internet et qui disent qu'ils sont nutritionnistes. Et ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est un titre qui protège finalement le consommateur du soin sur le fait que la personne qu'elle vient voir quand elle est diététicienne est forcément formée de façon sérieuse sur la nutrition. Ça peut être le cas chez un nutritionniste, mais c'est pas forcément toujours le cas.
Ok. Alors, dans la diététique et la nutrition, il y a une autre notion dont on entend beaucoup parler, dont tu es spécialiste. Tu es spécialiste de la micronutrition. Mm. Autre question pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est. Et puis moi, j'ai aussi envie d'en savoir plus. C'est quoi la micronutrition? Alors la micronutrition, c'est une approche de la nutrition qui s'intéresse particulièrement à tous les micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, les oligoéléments, les acides gras essentiels, les polyphénols, les probiotiques et leurs effets sur la santé pour optimiser les fonctions de l'organisme. En sachant que notamment, alors c'est vrai dans le sport, mais c'est vrai pour tout. On n'est pas tous, on fonctionne pas tous de la même façon. On va avoir parfois tendance à surconsommer certains micronutriments, et donc c'est particulièrement intéressant dans le sport de savoir ce dont on a besoin, puisque les besoins sont augmentés par rapport au volume et à l'intensité de l'activité physique. D'accord. Ok. Donc, diététique, nutrition, micronutrition. Donc maintenant, est-ce, puisque c'est pas évident, je pense, pour le profane de différencier tout ça, est-ce que tu peux nous dire, pour qu'on avance un peu sur le sujet, quelle est ton approche à toi? Quelle est ton approche, ta conception de la nutrition? Parce que j'imagine que même si on a des spécialités, on n'a pas forcément la même façon de voir les choses. Donc, quelle est ta conception de la nutrition, je dirais, en général, et peut-être après un peu plus, parce qu'il y a sans doute beaucoup de sportifs qui nous écoutent, pour les sportifs. Je suis pas sûre de bien comprendre ta question. Ma conception de la nutrition générale, tu veux dire mon objectif? Tu veux Oui, voilà, dire quoi? quelqu'un de. Est-ce que si quelqu'un qui ne fait pas forcément du sport et qui décide de perdre du poids ou qui a compris que la nutrition est importante pour la santé, vient te voir, est-ce que c'est différent si c'est haut de basin qui va me prendre en charge, ou est-ce que cette conception qu'on a de la nutrition, en général, elle est la même pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des... Non, je Moi, en pense tant que ça dépend qu'entraîneur, effectivement, oui, ouais, moi, en tant qu'entraîneur, j'ai une façon de concevoir l'entraînement qui n'est pas la même qu'un autre entraîneur, même si les grands principes oui. sont les mêmes. Est-ce que toi, tu as un petit marqueur qui fait que ton vécu, ton expérience font que ton approche de la nutrition, elle est particulière ou pas, peut-être, hein? Alors, je sais pas forcément toujours comment fonctionnent les autres, donc je te dirais que au fil du temps, ce que l'expérience m'a appris, c'est que, je vais pas réinventer, la roue. Il y a des grands principes en nutrition qui sont importants pour tout le monde, donc je ne peux que essayer d'expliquer aux gens ce qui serait intéressant de faire. Mais les grands principes que j'ai, ça va être de faire attention à la santé avant tout. C'est-à-dire, tu me disais, tiens, est-ce que si on perd du poids, c'est la même chose avec moi ou avec une autre ou, eh bien, je pense qu'en tant que diététicien, on a tous l'envie d'amener les gens vers plus de santé. Euh, Après, ce qui peut faire ma différence, ou pas, je ne sais pas, parce qu'on est peut-être plusieurs et très nombreux ou nombreuses à faire comme ça, c'est de respecter aussi le mode de vie de chacun. Je suis convaincue d'une chose, c'est que quand on veut faire attention à son alimentation, quel que soit l'objectif, c'est que déjà, on pense qu'on fait bien. Sinon, on ferait différemment. Ouais. Et comme on pense qu'on fait bien, c'est difficile de changer. D'autant plus que manger, c'est pas seulement se nourrir, c'est aussi un acte social, c'est un acte de partage, c'est aussi du plaisir, c'est aussi quelque chose qui est important, mais qui est contraint par le budget. Donc on choisit pas non plus toujours que ce qu'on a envie de manger en fonction de la santé, de ses goûts. On fait aussi en fonction de ce qu'on a dans son portefeuille. Et donc, si on rajoute la contrainte de la diététicienne, elle a dit ça, et que je propose une révolution dans l'assiette, je ne suis pas convaincue que ça tienne plus que 3 jours. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on arrive à essayer de faire mieux, mais dans le respect de ce qu'on aime, de ce qu'on se sent capable de faire au quotidien. Est-ce que j'ai noté un terme qui me paraissait correspondre à ce que tu viens de me dire, parce que j'essaye de l'appliquer moi aussi dans l'entraînement. Si on dit à quelqu'un de faire telle ou telle séance et qu'il est incapable de la faire pour X raisons, comme tu viens bien de l'écrire,
Ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce que faisabilité, c'est quelque chose Oui. qui est important pour toi? Ah oui, oui, c'est fondamental. Parce que des conseils qu'on donne aux gens et qui sont incapables de les appliquer parce que c'est à des lieux de ce qu'ils font au quotidien, tout le monde en donne des conseils comme ça. Mais la faisabilité, c'est important. Absolument. Ça résume très bien la situation, effectivement, Bruno. Ok. Eh ben, c'est un bon principe, je trouve. Mais donc, du coup, le fait de prendre en compte cette faisabilité, ça oriente ta façon de conseiller les gens. Et donc, ça va donner des conseils qui sont concrets, qui sont applicables. Ah oui, c'est toujours concret et applicable parce que Hem, là encore, hein, je pars du principe que la diététique, c'est facile à faire derrière un bureau, hein. Quand on échange de grandes idées sur la nutrition, on sait à peu près tout ce qu'il faudrait faire. Après, quand il s'agit de les mettre en œuvre, bah, c'est un petit peu plus difficile. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que, là encore, hein, la faisabilité, c'est fondamental. Se dire qu'on a acheté, 30 ingrédients différents, qu'on a été sur internet, dans 3 magasins différents et qu'on arrive chez soi et qu'on a, préparé avec tout ça juste une sauce, bon, c'est pas possible, tu vois? Ou que, c'est pas transportable, après un entraînement ou en collation, là encore, il faut que ce soit gérable, que ça rentre dans les critères, de la personne par rapport à ce qu'elle a envie de faire aussi. Est-ce qu'elle peut s'investir un peu plus en cuisine? Et où est-ce qu'elle fait ses courses? À chaque fois, je propose des choses qui sont concrètes dans le sens où il faut que ce soit accessible, que les aliments soient accessibles d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a une ferme à côté, parce qu'il y a le supermarché qui va bien, parce qu'il y a des fruits et des légumes, parce que la personne, elle est équipée à la maison, elle a de la place dans sa cuisine pour pouvoir faire ce que je lui propose de faire. Est-ce que du coup, l'autre terme qui conviendrait bien à ton approche, ce serait personnalisation? Et là Ah encore, complètement. je prends un mot que moi j'utilise beaucoup, la personnalisation, la faisabilité. Donc, tu vas faire un. Donc, je t'ai pas laissé répondre. Est-ce que personnalisation, ça répond à aussi ton approche globale de la nutrition? Oui, 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 elle est fondamentale parce que là encore, parfois je me dis, la personnalisation en nutrition, c'est un peu galvaudé parce que, in fine, on a tous, on va dire, on change les quantités, mais globalement, on a tous à peu près les mêmes types de besoins. Mais en fin de compte, ce qui va changer, c'est quand on ne sait pas comment mettre en place ces changements et quand on ne sait pas les mettre en œuvre au quotidien, et bien là, effectivement, les conseils, ils sont très personnalisés. Ça ne changera pas les fondamentaux, mais ça changera la manière de le faire. Donc, ça veut dire que tu fais une évaluation au préalable. Avant de donner des conseils, tu fais une évaluation de ton patient pour justement être capable de voir si faisabilité et personnalisation, ça peut matcher avec cette personne-là. Ça se fait au fil de l'eau, c'est-à-dire que, quand on travaille ensemble avec un patient, de toute façon, il y a déjà une évaluation préalable. Alors évaluation, je ne sais pas si c'est le mot, c'est-à-dire que je lui envoie un questionnaire qui me permet de comprendre, comment elle fonctionne, comment ça va dans sa tête, dans son corps, si elle est soumise à beaucoup d'invitations, beaucoup de contraintes, beaucoup de pression sociale. Hem, Ses antécédents personnels et familiaux et en fonction de tous ces éléments-là, j'ai un fil rouge sur sa manière de fonctionner et puis au fil de la discussion qu'on a, je comprends, son organisation, s'il y a une famille, des enfants en bas âge, un conjoint, ou une conjointe qui, prépare ou pas les repas, qui fait les courses ou pas, qui est difficile ou pas. Est-ce que la personne aussi, elle se sent capable de faire quelque chose simplement pour elle? Admettons par exemple, il y a 2 personnes dans le foyer, mais le conjoint aime pas les légumes. Oh, je vais quand même pas faire des légumes juste pour moi. Tu vois? Tout ce genre de choses parce que ça prend du temps en plus. Eh bien, on essaye au fur et à mesure de lister tous les freins, en fin de compte, qui, vont empêcher la personne d'aller vers son projet de santé et une fois qu'on a listé tous ces freins, on essaye de trouver des solutions pour les débloquer et pour lui permettre d'avancer. Ouais, c'est 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 concret et pragmatique. Complètement. Alors, il y a un terme aussi qu'on entend souvent quand on parle, en tout cas que moi j'entends souvent quand on parle d'alimentation et de nutrition. Je ne sais pas s'il est très à la mode, c'est le microbiote. Donc Oui, on parle du microbiote, de l'immunité des sportifs. J'ai déjà entendu parler de deuxième cerveau. complètement. Euh,
Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce microbiote? Est-ce que c'est si important que ça? Quand on entend, moi, quand j'entends deuxième cerveau, je me dis waouh, deuxième cerveau, quand même, c'est hyper C'est important. fort. Donc, Oui. ouais, c'est une image qui impacte bien. D'ailleurs, c'est peut-être sans doute le but. Donc, c'est quoi ce microbiote? Comment on peut l'expliquer simplement pour comprendre ce que c'est? Alors, l'expliquer simplement, c'est difficile parce que c'est compliqué. Le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries, virus, et levures qui coexistent dans l'intestin, en sachant qu'il n'y a pas que cette population qui est incluse dans le microbiote, mais aussi la qualité de cette barrière intestinale. C'est un petit peu comme si on parlait d'un aquarium. En fin de compte, quand, on regarde un aquarium, on dit: «Oh, c'est super joli», mais en fait, il n'y a pas que les poissons qui sont jolis. Les poissons, ils sont en bonne santé seulement si, il y a des plantes qui vont bien, si l'eau, elle a la bonne température, le bon pH, et ben voilà. C'est aussi tout ça, le microbiote intestinal. Donc effectivement, c'est tout un écosystème, et cet écosystème, il communique avec le système nerveux central, avec le cerveau, il module l'humeur, le stress, l'immunité, le métabolisme, et donc il fonctionne comme un véritable organe neuro-endocrinien. Et c'est à ce titre-là qu'on dit que c'est le deuxième cerveau. Il agit par voie à la fois nerveuse, par voie sanguine, par voie neuro-endocrine, et c'est cette manière de communiquer qui est tellement complexe et par différents canaux qui le rend extrêmement important, ce microbiote. Et donc, pour en prendre soin, pour qu'on aille bien au niveau de l'humeur, au niveau de notre forme physique, on doit faire très attention à ce qu'on met, à ce qu'on ingère dans nos aliments et ce qu'on va mettre dans notre estomac. J'ai bien compris. Complètement. Et en fin de compte, on voit aussi que les communications vont dans deux sens. C'est-à-dire que oui, ce qu'on mange, c'est important parce que ça va impacter le microbiote qui va influencer notre humeur. Mais par ailleurs, si on prend justement cette image-là, eh bien, quand on est d'une humeur maussade, ça va influencer notre microbiote, et ça va donc influencer aussi notre manière de manger, parce que euh, l'humeur aura une influence sur le microbiote qui va renvoyer un autre message au cerveau pour lui dire, eh ben, du coup, tu as envie de ça. Ce qui ne veut pas dire que tu en as besoin, mais que tu en as envie. Et donc, l'alimentation, c'est super important, et l'activité physique aussi. Parce que l'activité physique va avoir un effet de modulation du microbiote aussi, en ayant un impact sur le stress, par exemple. D'accord. Mais l'impact peut être à la fois bénéfique, mais parfois néfaste. Je te donne un exemple. Quand on a une activité physique, avec de l'intensité, avec un objectif de compétition, et on s'enquille des heures, du volume, de l'intensité, et bien là, on va avoir un impact plutôt néfaste sur le microbiote, puisque l'intestin ne va pas être perfusé pendant un certain temps. Et ensuite, le sang va revenir en quantité de façon assez importante juste après l'entraînement, et c'est ce qu'on appelle le phénomène d'ischémie-reperfusion. Et ce phénomène-là, il va abîmer le microbiote intestinal. Donc, quand on a un volume important d'activité physique dans la semaine, c'est encore plus important de prendre soin de son microbiote, parce que, alors, on le sait de manière générale, hein, quand on a un volume, alors, le volume est difficile à chiffrer parce que ça dépend de chacun, mais au-delà d'un certain nombre d'heures d'activité physique, il faut se dire que l'alimentation et le mode de vie viennent compenser certains effets néfastes de cette activité physique, D'où l'importance de de, l'alimentation. de C'est une bonne définition. l'alimentation, non seulement avant l'effort, non seulement pendant l'effort, mais Et aussi, aussi après, mais aussi absolument. après l'effort. Et est-ce qu'on peut faire une comparaison ou est-ce que c'est pertinent de dire que l'activité physique génère aussi des inflammations, hein? C'est un peu comme si, quand on fait de l'activité physique, surtout quand elle est intense, c'est un peu comme si on mettait le feu. Et donc l'alimentation a ce pouvoir d'éteindre le feu. Donc en fait, est-ce qu'on peut dire que le corps humain est bien fait et que si on lui apporte les bons aliments, les bons nutriments, la bonne hydratation, finalement, ces effets un peu négatifs, un peu
pas pervers, mais de l'activité physique que tu viens de décrire pour le microbiote ou sur les cellules musculaires, finalement, si on s'y prend bien, on va annuler ces effets et on va finalement avoir un corps qui sera en meilleure santé. Complètement. Après, ce phénomène d'inflammation et d'oxydation, dans une certaine mesure, ils servent aussi d'autoréparation. Donc, si tu veux, quand on produit des radicaux libres, heu, au moment de l'activité physique, ben, c'est peut-être pas génial, effectivement. Quand on parle de radicaux libres, on se dit: «Oh là là, au secours, il va falloir des antioxydants et cetera pour compenser». Bah, pas nécessairement, parce que ça peut aussi avoir des effets bénéfiques par ailleurs. Mais il faut que effectivement l'alimentation soit, adaptée, et il faut aussi que ce niveau d'oxydation ne soit pas trop élevé. L'inflammation, en soi, elle est pas forcément mauvaise, hein. C'est important d'avoir un bruit de fond inflammatoire, mais c'est ça qui sert à cicatriser aussi, donc là encore, c'est intéressant, mais il ne faut pas que ce soit trop important. C'est toujours une question d'équilibre. On ne peut pas dire, d'un aliment ou d'une activité physique: «Attention, c'est trop violent, c'est nul, c'est horrible, il faut surtout pas faire ça». On sait que ça a des bénéfices, et c'est une question d'équilibre au même titre qu'un plan d'entraînement, dans l'activité physique globale qu'on va avoir, et donc dans l'alimentation globale qu'on va avoir. Donc, pour aller sur des exemples et des cas concrets, si je veux faire en sorte de soigner mon microbiote, si je veux essayer d'annuler les effets qui sont parfois qui pourraient être un peu néfastes sur mon organisme, quels sont les aliments? Alors, il y a peut-être pas forcément une liste précise, mais comment je vais faire, moi, au quotidien, en tant que sportif, ou même en tant que non sportif, comment je vais faire pour faire en sorte que mon microbiote se porte bien, puisqu'on a compris que c'était très important, euh, éventuellement que les inflammations ou que les effets délétères de l'activité physique soient réduits, parce que je suppose que si on en fait beaucoup, il y a peut-être beaucoup d'inflammation. Et est-ce que le corps est en capacité à chaque fois de réduire, d'éteindre l'incendie ou pas? Est-ce que il y a un niveau d'activité physique qui fait que là, il va falloir compenser pour réduire ça, ou bien, comme tu viens de le décrire, ça se fait spontanément, ça se fait naturellement? Donc en fait, là, je me suis un peu, j'ai été sur deux points différents, le microbiote et les inflammations. En fait, au quotidien, comment moi je vais mettre en place les choses pour que mon microbiote aille bien et que j'ai pas trop d'inflammation et trop d'effets délétères de ma pratique physique. Alors, il y a une question d'équilibre de vie, déjà. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est formidable, on peut faire plein de trucs avec, mais il y a pas que ça. Si le sommeil, ça va pas, si, tu veux essayer d'être partout, bosser à temps plein et avoir, 30 heures d'activité physique par semaine, bah, ça va pas aller. Enfin, déjà, il y a une question de cohérence dans le mode de vie, de manière générale. Mm. Et après, si on parle, d'alimentation, plus spécifiquement, il y a le principe des 3 V développé par, Anthony Fardet, que je trouve vraiment, excellent par rapport justement à la gestion du microbiote et de la santé de manière générale. C'est déjà manger vrai, c'est-à-dire le moins transformé possible. Donc essayer de réinvestir sa cuisine, quand je dis manger vrai, c'est, on peut acheter, qu'est-ce qu'on peut acheter d'ailleurs? Justement, c'est quoi du vrai? Faire la différence, je vais te donner un exemple très concret. Faire la différence entre un aliment vrai et un aliment ultra transformé, c'est pas si simple que ça. Parce que parfois, on trouve des aliments, on se dit, bah, j'ai acheté un yaourt. Et ben non, en fait, c'était pas un yaourt. Un yaourt, c'est un aliment qui est normalement transformé, c'est-à-dire du lait, des probiotiques qui ont été faits peut-être dans une ferme, ça peut être artisanal, ça peut être industriel, mais c'est du lait des ferments lactiques. Et puis parfois, on achète ce qu'on pense être un yaourt, qui n'est qu'une spécialité laitière, avec de l'amidon de maïs, des colorants, des additifs, et ça devient un aliment ultra transformé. Ce qui permet au quotidien de faire la différence entre du vrai et de l'ultra transformé, ça peut être effectivement ton sens de la critique en regardant la liste des ingrédients. Mais quand on n'a pas le temps, quand on ne sait pas trop, ce qui est très très utile, c'est des applications du type Yuka ou Open Food Facts. Alors, je parle de Yuka maintenant, j'ai pas toujours été de cet avis, mais ils ont aussi évolué. Maintenant, ils donnent une note qui permet de connaître l'indice d'ultra-transformation de l'aliment. Ça va de 1 à 4, cet indice Nova. Et 4, ce sont les aliments qui sont les plus transformés, qu'il faut essayer de limiter au maximum. Et donc, du vrai,
du vert. Quand je dis du vert, c'est pas nécessairement que la couleur verte, même si elle est pleine de bénéfices avec la chlorophylle qu'il y a dedans. Mais du vert, c'est surtout du végétal, en fin de compte. D'accord. Beaucoup de végétal dans l'assiette. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Les légumes, les fruits, les céréales, du végétal. Et enfin, du varié. C'est-à-dire que, admettons par exemple que tu viennes me voir en me disant, bah écoute Aude, moi je mange du poulet, des haricots tous les midis, tous les soirs, avec un peu de pain complet. Qu'est-ce que t'en penses? C'est équilibré. Et je te dirais, bah attention, parce que c'est pas du tout varié. Ça a l'air bien comme ça, si on compte le nombre de calories, si on se dit, bah oui, il y a des protéines, des légumes et des féculents. Mais à partir du moment où c'est pas varié, tu vas manquer d'un certain nombre de vitamines qu'on va trouver dans d'autres types d'aliments, de ces fameux micronutriments dont on parlait, qui vont être extrêmement importants et qu'on trouvera seulement si on a une alimentation suffisamment variée. Les 3 V. Vrai, Exactement. vert, varié. C'est facile à retenir en plus. Oui, c'est C'est ça que facile je à trouve retenir. intéressant. Ouais, c'est facile à retenir. Et tu disais que voilà, les gens pensent qu'ils font bien, ils arrivent, ils pensent qu'ils font tout très bien, et en fait ils se trompent. Euh, c'est quoi l'idée reçue la plus tenace que tu croises en cabinet et que tu aimerais déconstruire une bonne fois pour toutes? En nutrition du sport, tu veux dire? Oui, Alors en nutrition du sport, c'est, bah, moi, il me faut, moi je mange bien, je mange des pâtes, pour avoir de l'énergie, je mange de la viande parce qu'il faut des protéines pour les muscles et je comprends pas pourquoi ça va pas. Et c'est une idée que je comprends parfaitement parce qu'elle est assez fréquente, parce que, le plus souvent, les sportifs ont tendance à penser qu'il leur faut plus d'énergie et qu'ils peuvent se permettre plus de choses que les sédentaires, au titre que justement ils se dépensent et qu'ils peuvent faire un peu n'importe quoi. Sauf que quand on veut faire de la performance et qu'on veut pas se blesser, on a effectivement besoin de plus de calories, plus d'énergie qu'un sédentaire, ça c'est une réalité, mais on doit manger mieux qu'un sédentaire parce que les besoins sont plus importants. Et c'est là que ce qu'on appelle la densité micronutritionnelle est importante. C'est quoi cette densité micronutritionnelle? Eh bien, quand on mange un aliment qui est ultra transformé ou qu'on mange, ou je vais donner un autre exemple, de la purée mousseline, c'est un aliment ultra transformé et un steak haché qu'on fait ça, tous les midis, tous les soirs, bah, on va pas avoir ces micronutriments. On va avoir, des protéines effectivement, on va avoir des glucides, mais on ne voit l'alimentation que sous l'œil des nutriments. Or, ce qui est important, c'est à la fois de voir les aliments dans leur ensemble, c'est l'effet de la matrice, c'est-à-dire qu'un aliment entier a beaucoup plus d'intérêt que, des nutriments extraits de cet aliment. C'est pour ça qu'on parle justement du vrai plutôt que du transformé, parce que cette matrice alimentaire va avoir aussi un impact fondamental sur la métabolisation de ces nutriments et sur leur intérêt. Et ensuite, eh bien, le fait d'avoir du végétal pour les sportifs, alors c'est vrai pour toute la population, mais encore plus pour les sportifs. Donc des fruits, des légumes, des polyphénols, que ce soit dans l'huile d'olive, les noix, tous ces aliments qui ont l'air d'être uniquement pour faire joli, pour donner un peu de croquant, mais non, pas seulement. Eh bien, ça va apporter ces fameux micronutriments qui vont avoir un effet réparateur, préventif sur les blessures. alors ces effets réparateurs et préventifs, ces micronutriments, est-ce que tu peux me donner quelques exemples? Alors, tu en as déjà donné un petit peu dans ta réponse, mais est-ce que tu peux nous donner les aliments voilà, qu'il faudrait absolument mettre dans son assiette? Tu as parlé de l'huile d'olive, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on peut donner des conseils concrets et précis pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans l'assiette? Alors, une fois qu'on a mis, des légumes et des fruits, on est pas mal aux alentours d'entre 400 et 600 grammes par jour. Déjà, Ok. c'est bien. Il faut des féculents, il faut des glucides. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'un sportif qui me dit: «J'ai besoin de pâtes», là où il a raison, c'est qu'il a besoin de glucides et les glucides, c'est vraiment le carburant privilégié du sportif, donc on peut pas s'en passer. Après, ce qu'il faut, c'est
avoir ce on avait dit tout à l'heure, du varié. Donc, les pâtes, pourquoi pas, mais il y a d'autres choses qui existent. Ouais. Le riz, les lentilles, les pommes de terre, les patates douces, le quinoa, le sorgho, le millet. Il y a plein de céréales qui existent, qui sont toutes très intéressantes et qui vont apporter euh, à la fois des glucides, donc ça c'est important, et qui vont, selon le type de féculent qu'on va choisir, permettre au moment de la métabolisation de ces glucides dans l'intestin, eh bien, la fabrication de certains composés qui vont être très intéressants. Certains féculents, par exemple, sont riches en fibres, et ces fibres, une fois qu'elles sont métabolisées, elles donnent des acides gras à chaîne courte qui vont être très utiles pour le maintien de l'immunité, donc D'accord. pour éviter de tomber malade. Donc tout ça, c'est vraiment important. Ces fibres, elles vont aussi permettre de nourrir les bactéries de l'intestin. À partir du moment où les bactéries, elles ont des fibres, eh bien, elles sont nourries, elles vont bien. Quand on leur donne plus de fibres, alors les fibres, on peut en trouver dans plein d'aliments différents, hein, pas que les légumes. Mais quand les bactéries n'ont plus de fibres pour se nourrir, elles vont attaquer le mucus qui se trouve au niveau de la barrière intestinale. Et quand elles l'attaquent, eh bien, ce mucus, il ne protège plus la barrière intestinale. Et là, ça peut être le début des problèmes de ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire que l'intestin il devient un peu comme une passoire, et il y a des molécules, des fragments d'aliments qui vont réussir à passer par des trous, si on préfère, hein, puisqu'une passoire, il y a des trous, et qui vont se comporter comme des endotoxines en passant dans la circulation sanguine. Et là, effectivement, ça peut être le début de blessures, quelles qu'elles soient. Là où c'est problématique, c'est que la blessure, on ne sait jamais trop d'où elle vient. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se dire ah ben, j'ai trop forcé ce jour-là, j'aurais pas dû, je sentais que j'étais fatiguée, j'ai pas assez dormi. Enfin, on peut trouver plein d'explications. Mais rarement, on pense à se dire ah ben, je mange pas assez bien, c'est pour ça que je me suis blessée. Et pourtant, Mm. autant ça nous paraît logique de se dire si je ne dors pas assez, je risque de me blesser. Et ben, quand on mange 3 fois ou 4 fois par jour, ça paraît aussi logique de se dire que si on mange mal, ça va avoir des conséquences sur justement les blessures et l'état de performance et de santé. Ça paraît logique, mais je crois que c'est un message qu'il est important de répéter. Oui, un sportif va se dire j'ai trop forcé l'entraînement, c'est à cause de ça que je me suis blessé, mais et c'est aussi pour ça que tu es là. Dire aux sportifs attention, si vous vous nourrissez mal, ça peut être une source de blessure ou d'infection. Si j'ai bien compris, le fait qu'il y ait une perméabilité intestinale, ça, comme c'est une passoire, bah, il y a tout qui passe. Et il peut C'est passer ça. aussi des virus, des choses qui sont néfastes. Donc on peut aussi tomber malade, justement parce qu'on a cette perméabilité intestinale. Je me souviens que c'est toi qui m'avais expliqué. Je ne sais pas si tu avais utilisé ce terme-là, mais moi, c'est un truc qui me parle bien. Enfin, ça va peut-être pas parler à tout le monde. C'est le tonneau des Danaïdes, ce truc qu'on passe son temps, qu'on essaye de remplir et qu'on remplit jamais. Tu m'avais dit, mais Bruno, oui, ok, c'est super de te supplémenter. Peut-être que tu as besoin de te supplémenter, mais en gros, c'est ça. Si ton système digestif, c'est une passoire, tu pourras mettre tout ce que tu veux, ça va repartir. Et ça, moi, Complètement. c'est quelque chose qui m'a marqué. Ça a vraiment fait tilt quand tu m'as dit ça. Et donc, je pense que c'est important de dire aux sportifs et aux gens, de toute façon, qui ne sont pas forcément sportifs, que cette perméabilité intestinale dont on parle peut-être pas assez, j'en sais rien, je ne sais pas, elle est hyper importante parce que c'est la clé. Je crois que la notion de supplémentation, elle est admise maintenant. On en entend beaucoup parler. Mais cette notion de attention, c'est bien de se supplémenter, mais ça sert à rien si tout le système n'est pas sain et en bonne santé. Ça, c'est quelque chose, selon moi, qu'il est important de répéter. Et c'est un message sur lequel il faut selon moi insister. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, je pense qu'il y a plusieurs idées, je suis d'accord avec toi. Après, attention, la supplémentation, c'est pas toujours indispensable. Tout le monde n'en a pas nécessairement besoin. Ça dépend d'où on part et ça dépend de ce qu'on veut. C'est-à-dire que, si, quelqu'un vient me voir en me disant: «Bah, voilà, j'ai 30 kilos à perdre, je démarre la journée», je te dis des choses que j'ai déjà rencontrées, hein. Des exemples Je concrets, oui. démarre la Oui, oui, complètement. Des cas concrets, des gens que j'ai rencontrés. Je démarre la journée, avec, un coca et une pizza à midi. J'ai pas faim avant de toute façon, et puis, le soir, j'ai pas d'énergie, donc je sors, des lasagnes surgelées. Je te dirais la supplémentation, on voit plus tard. Déjà, on commence par une remise
mise en mouvement et puis une alimentation saine. Et puis après, on voit ce qui se passe. Et avec un petit peu de chance, déjà, les choses vont suffisamment mieux pour qu'on n'ait pas forcément besoin de passer à la case supplémentation. La supplémentation, elle remplacera jamais une alimentation saine et équilibrée. Ça, vraiment, c'est la base. Et après, il faut qu'elle soit choisie avec un spécialiste, un professionnel de santé qui est formé. Là encore, je vais te donner un exemple très concret. Là encore, quelqu'un que j'ai connu, qui faisait du sport, qui a eu un cancer du péritoine et qui a décidé de se complémenter et qui savait pas trop quoi prendre et qui a pris de la glutamine. J'ai rien contre la glutamine, hein, au contraire, je peux l'utiliser régulièrement avec certains patients. Sauf que la glutamine, c'est typiquement un complément alimentaire qu'on va jamais utiliser quand on sait qu'on a un cancer digestif. Donc, on s'amuse pas à se complémenter ou supplémenter sans l'aide d'un professionnel de santé. Ça, c'est vraiment super important. Pas Il peut y avoir des d'automédication. contre-indications, Ouais. même avec des compléments alimentaires. Pas d'automédication et pas d'automédication non plus dans l'alimentation. On fait pas n'importe quoi Oui. et on voit un sportif. On est des Gaulois, hein. On sait l'importance qu'on apporte à la table, hein. Moi, j'hésite pas à dire que je suis un épicurien. Comment est-ce que toi, dans ce pays français où on aimerait longtemps rester à table, ça fait partie de nos caractéristiques, et encore plus dans notre région champenoise où on a plein de choses sympas à manger Et à boire aussi. et à boire aussi. Comment tu gères ce rapport qu'on a au plaisir et souvent les sportifs ont tendance à penser nutrition, frustration. Comment est-ce que tu gères ce rapport au plaisir et à la frustration chez les sportifs? Alors, il peut y avoir plusieurs types de réponses. C'est-à-dire que ça va dépendre aussi du profil du sportif et de l'objectif qu'il a. Là encore, je reprends un exemple que j'ai connu d'un champion du monde qui me disait: «Mais écoute, Aude, moi, si tu me retires le Nutella, ça va pas être possible». Mais le gars, il était capable de s'enfiler un pot de Nutella au goûter, tu vois? Et pour autant, ça l'empêchait pas de faire des performances incroyables. Et en même temps, il savait que, pour son poids, pour sa performance, c'était pas forcément essentiel, ni même souhaitable. Mais si on l'avait retiré, est-ce qu'il aurait été capable de s'enquiller les séances qu'il se faisait? Donc, il faut vraiment faire attention que la notion de plaisir, elle reste là, qu'elle soit présente et que la frustration soit pas trop importante. Qu'est-ce que le sportif ou l'individu, quel qu'il soit, se sent capable de supporter comme frustration au quotidien? Alors, peut-être qu'il peut compenser avec d'autres formes de plaisir que l'alimentation. Ça, c'est possible. Mais si, pour autant, dans l'alimentation, il y a des no-go zones, des choses qu'il ne peut pas s'empêcher de manger parce que vraiment il en a besoin pour son confort psychologique du quotidien, de quel droit on pourrait lui refuser? Est-ce qu'au contraire, ça ne pourrait pas justement affecter sa performance parce qu'il s'est trop privé? Donc pour moi, tu vois, je pense qu'on n'a pas tous la même notion de la capacité à gérer la frustration. Il y en a qui vont avoir une tendance naturellement orthorexique et qui vont se satisfaire d'une alimentation peut-être pas très fun pour toi, par exemple, mais pour eux, ça va leur convenir. Et puis il y en a, ils seront incapables de se priver. Je pense à une femme que j'ai rencontrée la semaine dernière qui est venue me voir et qui adore le fromage. Et peut-être que pour elle, ce serait trop compliqué de ne pas en manger tous les jours. On fait avec. Après, il faut être conscient que, une fois encore, c'est une question de cohérence et qu'en fonction des efforts qu'on est prêt à fournir, on va avoir certains résultats ou pas, parce que l'alimentation, c'est pas non plus une assurance tout risque. On n'a pas tous les mêmes capacités, le même métabolisme, et il y en a certains qui font des efforts et qui ont des capacités qui restent limitées, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et puis il y en a qui, en faisant, je dirais pas n'importe quoi, mais en s'octroyant un certain nombre de libertés, arrivent malgré tout à avoir de très bons résultats. Et ça, malheureusement, il faut aussi avoir la force de l'accepter.
Oui, et puis après, c'est quelque chose aussi qu'il faut expliquer aux gens. On est tous différents. Et justement, c'est là que prend tout le sens de ce que tu recommandes dans la personnalisation. On est tous différents. Et oui, il est champion du monde, il mange du Nutella. C'est pas un exemple à prendre. Il faut peut-être pas faire comme lui, mais il faut prendre en compte cette particularité qu'il a. Et une fois de plus, là, enfin, c'est des mots que j'ai notés, hein. Il y a de la cohérence, on est pragmatique. Et donc, je rajoute le mot plaisir à tous les autres que tu nous as cités. Et je crois que c'est important, effectivement, que cette notion de plaisir, elle soit permanente. Une fois de plus, hein, je vois pas comment on peut s'entraîner très dur sans prendre du plaisir. Donc, moi, c'est quelque chose que j'essaye toujours de mettre en place dans l'entraînement. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui sont identiques dans la façon que tu as de concevoir la nutrition. J'ai posé la question sur mes réseaux sociaux en disant voilà, je vais bientôt avoir une invitée qui est diététicienne. Quelles sont les questions que vous auriez envie de lui poser? C'est la première fois que je fais ça parce qu'en général, je n'aime pas trop annoncer à l'avance qui sera invité. Alors, je ne te cache pas que j'ai eu des dizaines et des dizaines de questions, donc on va faire des frustrés. On va faire des frustrés. On vient de parler de la. T'as expliqué que il fallait pas qu'il y ait de frustration et qu'il fallait qu'il y ait du plaisir. On va peut-être faire quelques frustrés, mais bon, on peut pas répondre à toutes les questions. J'ai essayé de retenir celles qui me paraissaient convenir à tous parce que c'est les questions que tous les sportifs se posent. Donc, on va commencer par celles qui me paraissent les plus intéressantes, même si elles sont toutes intéressantes forcément. Quel est le petit déjeuner idéal avant un effort long? Alors, ça peut être un marathon, une cyclosportive ou même un match de tennis qui va durer 5 heures. C'est quoi le petit déjeuner idéal, Aude? Alors, je vais te frustrer là aussi. Alors, le petit déjeuner idéal, ça va être celui qui passe. C'est-à-dire qu'un matin où tu pars pour un match marathon, hein, peut-être parfois aussi, hein, Oui. un marathon, une grosse épreuve, bah, il y a quand même toujours du stress et on mange pas comme on avait envisagé de manger par rapport à ce qu'on avait déterminé comme nombre de glucides, etc. Donc ça marche jamais comme on veut en fin de compte ce jour-là. L'essentiel d'une part, c'est que ça passe. D'autre part, qu'on soit sûr que ça va nous convenir. Donc, il faut pas faire un essai le matin du marathon ou de la grosse épreuve, hein. C'est un truc qu'il faut tester de toute façon avant une sortie longue ou avant un entraînement test. Et il faut quand même, après, de manière très concrète, manger des glucides. Je te l'ai dit tout à l'heure, hein, les glucides, c'est vraiment la base. Donc, il faut qu'il y ait un féculent. Après, le féculent, ça peut être des flocons d'avoine, ça peut être du riz, ça peut être du sarrasin, ça peut être des pommes de terre, un gâteau de pommes de terre, ça peut être du sucré, du salé, tout ce qu'on veut. Mais il faut des glucides. Parce que surtout si l'effort est long, il en faut. Et puis après, on veut des glucides, mais aussi on veut que la glycémie, elle se maintienne le plus possible dans le temps. Donc, on va rajouter aussi un peu de protéines, une protéine digeste. Donc, ça peut être soit un œuf, enfin, après, la quantité, elle est à évaluer en fonction des profils de chacun, hein, mais sur la base, ça peut être des œufs, une viande blanche ou éventuellement un poisson blanc. Mais en tout cas, pas trop de graisse. La graisse va entraver l'effort musculaire, donc on va limiter les graisses. Mais on mettra des glucides, voilà, un peu de fibres. C'est pas, comment dire, c'est pas indispensable les fibres. Ça dépend une fois encore du profil du chacun, de l'intestin, de la tolérance qu'on peut avoir. Mais quand on parle de fibres, du végétal, attention, un matin d'épreuve, ce sera jamais du cru, hein, que du cuit. Ça peut être une compote, une purée, un potage, ce qu'on veut, mais du cuit, pas de cru. Et on a quelque chose qui tient la route. Donc ça peut, tu vois, ça peut prendre des formes très variées en fonction des goûts de chacun, des territoires dans lesquels on se trouve aussi, la culture qu'on a. C'est très variable. Ouais, mais bon, je trouve que ta réponse, elle est très concrète et je vois bien, enfin, en tout cas, je pense on peut vraiment savoir à son niveau comment on va procéder. On parle souvent des glucides, sucre, on fait un espèce d'amalgame. Il y a des gens qui pensent que le sucre doit être banni de l'alimentation. Je fais un petit coucou à mon ami José qui a supprimé complètement le sucre de son alimentation et dont la vie s'est, selon lui, transformée. Alors,
le sucre, ennemi, allié du sportif? Les 2, mon capitaine, parce que ça va dépendre, en quelle quantité et puis à quel moment tu le consommes. Le sucre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on considère comme, le sucre? Le saccharose, le sucre de table, les pâtisseries, tu vois? Tout dépend de ce qu'on considère comme du sucre. Une pâtisserie, globalement, c'est du sucre et du gras. Bon, le gras, quand on fait du sport, c'est quelque chose qu'on va essayer de modérer quand même. Après, une fois de temps en temps, ça fait partie du plaisir dont on parlait, c'est pas un problème et puis ça dépend à quel moment par rapport à l'entraînement ou par rapport à l'épreuve. Alors le sucre, bien sûr, faut pas en abuser. Globalement, les recommandations, c'est on se limite à 50 grammes de sucre libre par jour, c'est-à-dire, du sucre de table, les bonbons, les biscuits, ce genre de choses. Mais attention à ne pas faire d'amalgame entre glucides et sucre. Heu, un sportif qui me dit: «Je veux faire un marathon, mais sans sucre», Heu, ça veut dire concrètement en cétose, on n'a pas tous la capacité à faire ce genre de choses. Il y a des gens qui y arrivent très bien, mais là encore, c'est très individuel. On peut faire des tests pour voir où on en est. Il y a des gens, la semaine dernière, j'avais une de mes patientes qui m'a dit: «Bah, moi, voilà, ce que je veux, c'est essayer de faire une cétose». Bon, elle avait ses raisons pour le faire. Une cétose, c'est quand on a une alimentation dans laquelle il n'y a plus de sucre du tout, plus de glucides du tout, c'est-à-dire J'allais même plus j'allais les te poser la glucides question, ouais. des fruits, de certains légumes. Mais heu, normalement, la cétose, une fois qu'on a passé 2 ou 3 jours dans ce type d'alimentation sans glucides, on se met effectivement en cétose, c'est-à-dire que l'organisme, comme il a plus de réserve de glucides, va transformer les lipides en corps cétonique pour faire fonctionner les globules rouges et le cerveau, en priorité, puisque c'est les 2 seuls qui ont besoin a priori tout le temps de glucides. Et donc, il y a des personnes chez qui ça fonctionne très bien, qui au quotidien vivent très bien en cétose, mais il faut savoir que ça a quand même des conséquences sur le microbiote, hein, parce que forcément, il y a une partie du microbiote qui est spécialisée dans la fermentation des bactéries euh, issues du sucre. Et par ailleurs, il y a des personnes que ça fatigue énormément, qui n'auront aucune vitalité. Et chez les sportifs, la majeure partie des sportifs qui veulent faire du long ou de l'ultra long en cétose, ça ne fonctionne pas. C'est le point le plus court entre le début de la course et la blessure. Ça, il y a énormément d'études qui montrent que, il faut absolument des glucides. C'est, quand on dit le carburant, c'est ce qui sert à avoir de l'énergie, c'est ce qui sert à limiter la sensation de fatigue, c'est ce qui sert aussi à limiter les blessures et les infections. Donc le régime cétogène, c'est pas le régime miracle. Ah non, c'est pas le régime miracle. Après, il y a des gens chez qui ça fonctionne très bien et tant mieux, mais on n'a pas tous cette capacité. OK. Sur une épreuve très longue, donc là, on s'adresse à des gens qui font du 100 km, des épreuves de 12 heures, de 24 heures. Et quand, plus particulièrement, on tourne sur une boucle, euh, c'est quoi les aliments les plus faciles à utiliser, les plus simples, les plus efficaces euh, en termes d'hydratation et d'aliments solides? Qu'est-ce que tu recommanderais à ce qu'on appelle un circadien, quelqu'un qui court pendant 24 heures? Il y a des épreuves qui sont très, très en vogue en ce moment, qu'on appelle des backyards. Donc, c'est un tour de 6,7 km qu'on doit faire chaque heure. On sait, enfin, en tout cas, moi, je sais, et je pense que tu partages mon point de vue, que l'évolution du sport va vers toujours plus long, va vers toujours plus de dénivelé, on est dans un espèce de toujours plus de kilomètres. Enfin, bon, voilà, ça ne s'arrête jamais. Et donc, la course à pied est devenue un sport très en vogue, très à la mode, très apprécié. Donc, de plus en plus de gens se tournent vers ces épreuves extrêmes, alors qu'avant, c'était pas le cas. C'était réservé à une élite surentraînée. Comment est-ce qu'on peut gérer simplement dans l'alimentation le fait de tourner comme ça sur une boucle pendant 24 heures, pour un 24 heures, mais pendant un jour, 2 jours, 3 jours, ça va même très loin. J'ai pas les chiffres en tête, mais il y en a qui restent 5 ou 6 jours comme ça à tourner pendant 1 heure sur une boucle. Alors, je pense que la priorité, c'est d'abord de s'écouter. C'est-à-dire que quand on sent que vraiment ça va plus, il faut savoir s'arrêter, même si les jambes, elles tournent encore. Je pense notamment au ventre.
C'est-à-dire que forcer quand on sent qu'il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent plus bien, ça peut être problématique au long cours. Après, une fois qu'on a dit ça répond pas à ta question. Donc, ce qu'il Mais faut non, mais tu as raison. Souvent, le frein, c'est l'estomac. Enfin, je connais beaucoup de coureurs de longue distance. Ils nous écoutent en ce moment, qui sont en forme, qui ont les jambes, et c'est exactement ce que tu l'écris. C'est ce qui dit stop, c'est pas le corps. Enfin, si, c'est le corps. C'est pas les jambes, c'est pas la mécanique, c'est l'estomac. c'est l'estomac. C'est ça qui fait qu'ils s'arrêtent, qu'ils abandonnent et Mmh. qu'ils se sont entraînés des mois, des années, et c'est l'estomac qui est le frein en fait. Oui. Alors, ce que je constate au quotidien, c'est que, le plus souvent, les problèmes, ils commencent à arriver au bout de 5 à 7 heures, quand l'estomac, il suit pas. Et généralement, l'estomac, c'est pas lui tout seul qui dit, «Ça va pas». Il dit alors soit c'est lui tout seul, mais dans ce cas-là, c'est que, le sucrage a pas été bien calculé au départ. Mais ça peut être aussi lié à ce phénomène d'ischémie-reperfusion dont je te parlais, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le problème à l'estomac, c'est un retentissement d'un problème lié à l'intestin. L'intestin va pas bien, au bout d'un moment, bah, ça va pas bien l'intestin, tu vois, ça déborde et ça déborde où? Le mal, il déborde aussi au niveau de l'estomac et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer effectivement à avoir ce type de trouble. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est de manger, de consommer des choses qui soient très digestes, pas compliquées à quand je dis très digestes, pas compliquées ni à avaler, ni à digérer. Il faut que l'estomac et l'intestin aient le moins d'efforts possible à fournir et là encore, hein, on va pas réinventer l'eau chaude, hein. C'est, des choses qui ont fait leurs preuves, c'est les purées, purée de pommes de terre, purée de patates douces. On peut mettre un petit peu de protéines dedans, mais des protéines qui sont, du jambon mixé, de l'œuf, des choses ultra digestes. On limite les matières grasses parce que, l'intestin, il est pas perfusé pendant ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir conscience que le sang, il va vers les muscles. C'est les muscles qui ont besoin d'énergie, c'est pas Hmm. l'intestin. Donc l'intestin, si on lui donne des choses qu'il est pas en capacité d'assimiler pendant un certain nombre d'heures en continu, bah, forcément, on peut pas s'étonner que ça passe pas. Au bout d'un moment, il dit stop. Ça veut dire que d'une part, il faut lui donner des choses très digestes et le préalable, c'est aussi que quand on démarre cette épreuve qui est extrêmement difficile, que l'intestin ne soit pas déjà abîmé par des heures d'entraînement et une alimentation qui n'était pas forcément adaptée. Donc on est bien d'accord que déjà au départ, si on a un système digestif, un intestin qui n'est pas en bonne santé, on part avec un handicap. Et probablement que plein de coureurs ont ce problème sans le savoir. Parce que Absolument. jamais on va aller à des efforts de 6, 7, 8 heures à l'entraînement. On ne fait pas la course avant la course, en fait. Voilà, c'est pas recommandé, il faut pas le faire. Et c'est la problématique de beaucoup de coureurs de longue distance, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va se passer les jours J. Donc le Tout conseil à fait. qu'on peut leur donner, c'est que déjà, assurez-vous, l'alimentation, c'est pas le jour J, c'est pas la veille, c'est pas un mois avant. Combien j'entends de gens me dire ah bah ça y est, on est un mois avant l'objectif, je ne bois pas une goutte d'alcool, comme si il suffisait de faire les bonnes choses, si tant est qu'on sache ce que sont les bonnes choses, un mois avant. On est bien d'accord que l'alimentation c'est toute l'année et que si on Ah part oui. pas le jour J avec un intestin et un système digestif opérationnel, on part avec un handicap. Et je pense que peu de gens ont conscience de ça. Oui, ah mais complètement et effectivement, alors oui, on peut parler d'une préparation, diététique spécifique qui va évoluer quantitativement en fonction du volume d'efforts qu'il faut accompagner, mais au-delà de ça, il faut une hygiène alimentaire quotidienne à l'année pour s'assurer effectivement d'un bon système immunitaire qui passe de toute façon par l'intestin. Ouais, ça, je pense que c'est quelque chose. Enfin, c'est un discours que les gens ont besoin d'entendre parce que trop souvent, on est dans l'immédiateté et on oublie que l'alimentation, comme l'entraînement, comme tout le reste, c'est du 1er janvier au, au 31 décembre. Mmh. Et il y a aussi une autre problématique. Est-ce que si l'intestin n'est pas perfusé, forcément, il va fonctionner moins bien, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part importante qui est liée à l'hydratation? Si, tout à fait. L'hydratation qui est la grande oubliée d'ailleurs. Mmh. C'est vrai. Elle est souvent, sous-estimée. Le nombre de gens qui me disent: «Ah bah non, moi je bois pas, j'y pense pas, j'ai pas envie, j'y arrive pas», toutes les excuses sont bonnes. Je les entends, hein. Heu, mais il faut essayer de se dire qu'on va trouver des solutions. Là encore, les solutions, elles peuvent être très concrètes.
C'est-à-dire que quand il fait froid et qu'on n'a pas envie de boire, bah, on peut toujours essayer de se dire: «Tiens, je vais m'acheter, une gourde, type thermos en inox qui permet de garder une température d'eau ou une température de boisson en tout cas, qui soit suffisamment confortable». Parce que c'est sûr, hein, moi la première, hein, tu me dis de boire froid alors qu'il fait froid et que, ça va me donner mal au ventre, bien sûr je vais pas boire. Mais en fait, il faut On n'a essayer pas de envie. trouver, les stratégies qui permettent de boire parce que c'est la priorité des priorités. Moi, je fais du vélo l'hiver. Enfin, j'ai fait du vélo cet hiver. Alors, les cyclistes, je trouve, hein, qu'ils me pardonnent, boivent encore moins que nous, les coureurs. Nous, on est vraiment, enfin, en tout cas, moi, j'ai ce sentiment qu'on est très attaché à l'hydratation. C'est un discours qui passe régulièrement, mais dans le milieu cycliste, je trouve, peut-être que je me trompe, en tout cas, je le constate, que l'hydratation, elle n'est pas très présente. Et souvent, je dis aux gens avec qui je roule, mais, putain, mais tu bois pas, t'as pris qu'un bidon. Ah ben non, il fait froid, j'ai pas envie. Moi, je pars avec 2 bidons, euh, euh, dans lesquels on peut mettre des boissons chaudes. J'ai oublié le nom m'échappe. De thermos, enfin voilà, Mmh. et je pars avec 2 bidons de thé chaud, voire presque brûlant, parce que forcément, quand il fait très froid, ça se Bah, refroidit, ça et refroidit, j'ai oui. du plaisir, voilà, à m'hydrater et à boire mon thé chaud pendant que je roule, même s'il fait 1, 2 ou 3 ou 4 degrés. On peut toujours trouver des solutions. Je pense aussi à des gens auxquels je dis, tu t'es bien hydraté pendant ta séance, là, pendant ta sortie? Ah oui, oui, j'ai bu régulièrement. Et quand on leur demande les quantités, mais c'est ridicule. C'est Mmh 20 mh. centilitres par heure, parfois moins, et les gens ont l'impression de boire suffisamment. Donc, est-ce que tu peux nous donner des chiffres concrets, précis? Quelle quantité de liquide tu recommandes, par exemple, par heure d'entraînement? Alors, la quantité, elle est précise, mais elle dépend de chacun et de la façon dont chacun transpire. Donc, la manière de comprendre quelle quantité on a besoin, c'est de faire des tests. On peut en faire un par saison en fonction de l'évolution de l'année, justement, et de faire le principe de la double pesée. C'est-à-dire que tu te pèses avant de partir. Alors, attention, on se pèse dans les mêmes conditions avant et après. Donc pour moi, le plus simple, ça reste quand même de se peser déshabillé. Tu vas comprendre vite pourquoi. Donc tu te pèses déshabillé avant de partir. Et puis ensuite, tu te pèses de nouveau quand tu rentres déshabillé. Et pourquoi déshabillé? Parce que si tu as transpiré, que tu as de l'eau partout sur ton vêtement, bah, forcément, tu auras pris du Hmm. poids et c'est pas ça qu'on cherche à voir. Et la différence entre les deux pesées va permettre de mesurer la quantité d'eau perdue. Évidemment, sur cette différence de poids, il faudra retirer éventuellement, s'il y a une boisson, la quantité d'eau, Hmm. de boisson qui a été consommée pendant l'effort. Et ça, c'est ce qui permet de comprendre combien on perd en fonction des conditions climatiques. Et on n'est pas tous égaux face à ça. Et soit on se dit, bon ben voilà, effectivement, je perds tant, donc je dois compenser et je bois tel volume. Et on se dit, on est susceptible de se dire, oh là là, ça fait beaucoup, j'y arriverai jamais. Plutôt que de se dire, j'y arriverai jamais, on peut essayer de se dire, tiens, déjà, je divise par 2, puis je vois ce que ça donne. Est-ce que j'y arrive? C'est pas mal. Et puis, après l'effort, réussir à se dire, voilà, j'ai perdu, on va dire, si j'ai perdu 1 litre, après l'effort, je bois 1,5 litre. Donc on multiplie par 1,5 la quantité d'eau perdue pendant l'effort. Et là, on est sûr qu'on a récupéré l'hydratation qu'on avait perdue pendant l'effort. Est-ce que c'est pas plus, est-ce que c'est, je crois pas que tu nous aies donné des durées d'effort. Est-ce que si je pars faire 1 heure de footing, justement, je vais avoir la quantité d'eau, enfin la quantité de perte hydrique que j'ai eue sur 1 heure, et après je peux rapporter ça à une sortie de 2 heures, de 3 heures en multipliant. Et C'est puis 1 l'idée. heure, Alors, c'est je l'ai facile. pas dit parce que effectivement, tu me parlais de vélo tout à l'heure. En vélo, c'est vite fait de passer 2 ou 3 heures sur le vélo. Oui. Donc, quand tu as fait une sortie de 3 heures sur le vélo, tu vois, tu t'es pesé. On peut imaginer qu'effectivement, tout ce volume perdu, il est sur 3 heures. Donc, après, Hmm. on remet effectivement le volume par heure en fonction du type de sortie qu'on souhaite faire. Ta remarque est tout à fait judicieuse. Donc ça, c'est facile, hein, c'est concret à mettre en place. On court 1 heure, on se déshabille, on se pèse avant, on se pèse après, voilà, et on sait la quantité de liquide qu'on a perdu. Ça, c'est un exemple concret, c'est pragmatique. On peut aussi aller plus loin, puisqu'on l'a fait tous les deux. J'ai eu
l'avantage et le plaisir de pouvoir le faire grâce à toi. On peut aussi mesurer Tout à fait. Les ce que l'on quantités perd. d'électrolytes qu'on perd. Voilà, que l'on perd. C'est-à-dire que Donc là, on peut s'adresser à toi, on peut venir te voir et faire ce test, mais en plus mesurer très précisément ce qu'on perd, ce oui, qu'il y a dans nos, dans dans l'eau, la sueur, enfin effectivement. dans ce qu'on perd. Parce que quand on perd de l'eau, on perd pas que de l'eau, on perd des sels minéraux et on perd pas tous la même chose. Et C'est ça. j'en ai discuté avec Ève Thiollier, qui est chercheuse à l'INSEP, et qui m'expliquait que en fait, c'est pas parce qu'on perd beaucoup d'eau qu'on perd beaucoup de sels minéraux, et c'est pas parce qu'on perd peu d'eau qu'on n'en perd pas beaucoup. En fait, tout Ouais, est c'est important possible. ça. Tous les scénarios sont possibles. Donc ça reste intéressant de faire des mesures de perte d'électrolytes, effectivement, qu'on fait. J'ai du matériel spécifique qui me permet, avec une compresse sur un effort d'1 heure, de savoir, et donc après de faire une extrapolation sur plusieurs heures, de savoir quelle est la quantité de sel et de potassium dont on a besoin dans une boisson d'effort. Tout en sachant que c'est à relativiser, dans le sens où, si, admettons, alors toi, c'était pas le cas, mais si, admettons, tu perds beaucoup de sel, on va dire 1 gramme de sel par heure, et que je te dis, ben, mets 1 gramme de sel dans ta boisson d'effort par heure, et que tu me dis, ah oui, mais là, moi, j'ai envie de vomir, je supporte pas, tu vois, on sera pas plus avancé. Donc, à ce moment-là, on peut toujours faire aussi une compensation dans l'alimentation avant et après, pour être sûr d'avoir les quantités de sel nécessaires. Alors, on va plutôt, notamment quand on fait un effort long, essayer d'être dans l'anticipation, parce qu'une fois qu'on est en hyponatrémie, ben, c'est un peu tard quand même, hein. Donc, quand on sait qu'on en perd beaucoup, on essaye d'anticiper avec quelque chose d'un peu salé. Ça peut être un bouillon cube avant une grosse sortie, ou avant justement un 24 heures, pour être sûr d'avoir fait le plein en sel. D'accord, ça aussi, c'est des exemples concrets. Et puis, ce sont des tests qui sont accessibles à tous. Oui, La double pesée, n'importe qui peut le faire. Les mesures de perte d'électrolytes, ben voilà, il suffit de venir te voir et puis c'est pas très invasif. Enfin, je l'ai fait, donc c'est pas compliqué à mettre en place, c'est pas très invasif et ça nous permet quand même, pour ceux qui le souhaitent, donc d'aller vraiment dans la personnalisation. Combien d'eau, enfin de liquide je perds par heure, qu'est-ce que je dois y mettre? Donc ça permet justement après de cibler, parce que une fois de plus, c'est pas à toi que je vais l'apprendre et tu vas me le dire d'ailleurs. Chaque individu est différent, donc c'est difficile de répondre, et en particulier dans un podcast comme ça, de répondre aux problématiques de chacun, puisqu'on est tous différents. T'as pas complètement. arrêté de nous le dire. Mais néanmoins, on peut quand même trouver des solutions en faisant des tests très, un peu comme on ferait un test de VMA pour évaluer la consommation maximale d'un coureur. Le test de VMA, il est accessible à tous, il permet d'offrir plein de solutions. Là, les tests dont tu viens de nous parler, ils sont accessibles à tous, ils ne sont pas compliqués à mettre en place, et ça permet d'aller très précisément Tout à fait. dans le détail de l'hydratation, et de répondre peut-être encore mieux à la problématique qu'a un sportif, et qui n'est pas la même de l'un à l'autre. Donc ça, moi je trouve que c'est très intéressant, et c'est des exemples concrets et utiles. J'ai eu d'autres questions aussi à propos qui sont liées à l'âge. Mmh. Beaucoup de sportifs se posent la question du poids, hein, en se disant, en gros, hein, je vais faire simple, je vais un peu caricaturer, je vieillis, et j'ai de plus en plus de mal à perdre du poids. Et pourtant, moi qui suis bien placé pour le savoir, on sait aussi qu'il y a une perte musculaire, hein, la sarcopénie, donc dont on est tous atteints. Alors, comment se fait-il que les gens qui avancent en âge aient cette impression qu'ils prennent du poids, et surtout cette impression qu'ils n'arrivent pas à le perdre? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Bah, c'est pas qu'une impression, parce que le souci, c'est que le métabolisme de base baisse au fil des décennies, hein, de l'ordre de 2% par an à peu près. Donc, c'est pas une vue de l'esprit. Après, la problématique, elle est liée aussi au maintien de la masse musculaire, la fonte musculaire. Donc, c'est pour ça que c'est très important de continuer à maintenir une activité physique, mais pas que l'entraînement de course à pied, par exemple. Le renforcement musculaire est vraiment fondamental. L'alimentation va jouer un rôle
par rapport au maintien de la masse musculaire et notamment la consommation de protéines et de glucides, puisque je rappelle que pour faire du muscle, il ne faut pas que des protéines, mais il faut aussi un peu de glucides. C'est Et, important de le préciser. et par ailleurs, il y a aussi l'équilibre hormonal qui est à prendre en compte. Et c'est ça qui est une des causes majeures de perte de masse musculaire et donc de prise de poids. Parce que ce soit la ménopause chez les femmes ou l'andropause, ou on appelle ça aussi déficit androgénique lié à l'âge, qui est plus diffus, qui intervient entre 50 et 65 ans, eh bien, ce déficit d'hormones va engendrer une perte de masse musculaire. La masse musculaire, c'est elle qui entretient notre capacité à maintenir notre métabolisme de base. Donc, s'il n'y a pas de masse musculaire, de toute façon, on prend du poids et quand on prend du poids, on prend du gras. C'est pour ça qu'il faut essayer déjà d'aller voir un médecin pour faire un bilan hormonal, qu'on soit un homme ou une femme. On parle de plus en plus de ce déficit androgénique lié à l'âge qui n'est pas encore très bien connu, mais qui est vraiment le pendant de la ménopause chez les femmes. Et ça peut vraiment être une aide, notamment pour les hommes. Chez les femmes, c'est pareil. Il ne faut pas hésiter à aller voir un gynécologue ou une gynécologue et se faire aider après sur le maintien de la masse musculaire. Ça, c'est fondamental. Et c'est ça qui permettra, au fil du temps, quand on prend de l'âge, de maintenir un métabolisme de base et de maintenir son poids. Un auditeur me posait la question, justement, c'était vraiment lié à ça. Il me disait comment tenir les taux d'hormones après 60 ans grâce à l'alimentation. Dans les pays anglo-saxons, ils complémentent. La complémentation hormonale est validée par l'USADA. Alors, qu'est-ce que tu lui répondrais par rapport à cette notion de complémentation qui visiblement est mieux acceptée dans les pays anglo-saxons qu'en France? Alors, je dirais qu'une fois encore, la complémentation, elle peut être effectivement très intéressante, mais il faut qu'elle se fasse, avec un professionnel de santé. C'est très important de comprendre que, par exemple, chez les hommes, puisqu'on en parlait tout à l'heure, eh bien, on pourrait être tenté de se dire: «Tiens, j'ai trouvé du Testo Boost sur, internet pour booster la testostérone», par exemple. Attention, tout ce qui est booster d'hormones peut être un vrai problème de santé à plus ou moins brève échéance, notamment quand il y a des terrains favorables à l'évolution d'un cancer de la prostate, par exemple. Donc, on fait un bilan chez un endocrinologue, on va voir son médecin. Quand on a éliminé toutes les problématiques organiques, on peut aller voir si le médecin n'a pas proposé de traitement hormonal. On peut en parler effectivement, voir ce qu'on peut faire. Je rappelle que l'ortie, qui est gratuite, peut avoir un impact sur, par exemple, les hormones, que le zinc, c'est un précurseur de la testostérone et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en déficit. Le zinc, on en trouve dans la viande, le poisson, toutes les protéines animales. Et c'est quelque chose qu'on oublie assez régulièrement quand on parle de ces succédanés de viande, les ersatz de viande, qui sont d'une part des produits ultra transformés, d'autre part des produits gras comme une entrecôte et qui par ailleurs ne contiennent pas de zinc. Donc attention, si on veut avoir un régime végétarien, moi j'ai rien contre, il n'y a aucun souci. On peut avoir un régime végétarien qui, bien mené, ne mène pas de carence. Mais il faut quand même faire attention à certains micronutriments qui, au fil du temps, peuvent avoir un impact qu'on n'imaginait pas. Est-ce que justement, moi je pense, je suis convaincu qu'il faut prendre sa santé en main. Est-ce que le fait de se dire, franchement, dans les questions que j'ai eues, il y a beaucoup, ça revient souvent, supplémentation, comment je peux faire pour. Et donc, est-ce que le discours que tu as et avec lequel je suis complètement d'accord, c'est pas de dire que justement, plutôt que de chercher des produits dont la biodisponibilité est peut-être pas extraordinaire, allons chercher tout ça. Enfin, tout ça existe quasiment, tu me diras si je me trompe, dans notre alimentation, plutôt que de chercher la facilité et la supplémentation. Oui, alors, en fait, pour moi, c'est vraiment la base, c'est d'avoir une alimentation qui soit saine et équilibrée. J'ai l'impression d'ouvrir des portes ouvertes quand je dis ça, mais la complémentation, ça a l'air
d'être facile, d'être miraculeux, mais c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que, d'une part, ça n'est pas miraculeux, d'autre part, il peut y avoir un effet placebo. Troisièmement, on ne sait pas toujours ce que l'on prend, les qualités que ça peut avoir, les conséquences que ça peut avoir à plus ou moins brève échéance et en fonction des quantités qu'on consomme aussi. Donc, je dis pas qu'il faut s'en méfier parce que, j'en propose, assez régulièrement, mais attention à ce qu'on choisit et toujours en complément d'une alimentation adaptée. Après, je te donne un exemple tout simple. Quelqu'un vient me voir en me disant, «Oh bah, ça va pas, j'ai des problèmes de mémoire, j'ai de la cellulite, je perds mes mots». Puis, comme par hasard, il s'agit d'une femme qui est en périménopause, donc il y a beaucoup de choses qui s'expliquent aussi par le terrain hormonal. Et puis je lui dis: «Bah tiens, des oméga 3, ça vous ferait du bien, essayez de manger des poissons gras, les sardines, les maquereaux en boîte, ça fonctionnera très, très bien». Elle me dit: «Bah oui, mais ça je peux pas, j'ai des remontées, j'ai l'impression que je mange du poisson tout l'après-midi ou toute la nuit». Et là encore, c'est quelque chose que j'entends parfaitement, que je comprends tout à fait. Je vais pas la forcer à manger un truc qu'elle peut pas digérer. Donc là, on met en place une complémentation. Mais tu vois bien que en premier, on essaye de faire la belle place à ce qu'on Mmh. va trouver dans l'assiette. Ouais, Et ensuite, si c'est nécessaire, on passe à la complémentation. Parce que les oméga 3, ce sont des acides gras essentiels qu'on trouve pas dans qu'on ne sait pas synthétiser, qu'il faut trouver dans l'alimentation. Donc si on n'en trouve pas, c'est tellement important pour plein de choses que il faut en apporter. il y a un aspect aussi qui revient souvent chez les sportifs et dans les questions qu'ils me posent, c'est après la course, ce qu'on appelle la fenêtre, métabolique. Alors fenêtre métabolique, c'est, une petite bière parce que ça fait du bien et que ça hydrate, ou bien il y a d'autres aliments qu'on doit privilégier Alors la petite bière qui hydrate, ça c'est une vue de l'esprit, hein. L'alcool, ça déshydrate et l'alcool après l'effort, je peux pas dire que ce soit formidable. Je peux pas le recommander, ça marche pas. Donc une petite bière sans alcool, pourquoi pas. Pour le reste, non. La fenêtre métabolique, oui, c'est important. Dans les, 2 heures qui suivent, l'entraînement, la compétition, c'est utile de consommer des glucides. Après, la quantité va dépendre de la durée de l'effort, de l'intensité de l'effort. On y ajoute, une petite protéine, mais tu vois, quelque chose de très simple consisterait à consommer une banane avec un yaourt et ça, ce serait idéal, comme, collation de récupération après un effort. Est-ce que, ça a un rapport, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé. Moi, c'est un thème que j'aime bien. Est-ce que le fait de manger une banane et un yaourt, au-delà de ce que ça porte en glucides, ça contribue pas aussi à éteindre un peu l'incendie? Puisque c'est une image que j'aime bien utiliser. Est-ce que ça contribue pas aussi à améliorer ou à rétablir l'équilibre acido-basique? Bah, complètement parce que la banane, elle est très riche en potassium et le potassium va contribuer justement à alcaliniser l'organisme. C'est pour ça que, en boisson, par exemple, de récupération, après un effort, je vais conseiller plutôt de la Badoit ou de la Ceinture parce que leurs ions bicarbonate, HCO3- vont avoir cet effet, alcalinisant sur l'organisme. Mais c'est très vrai pour tout ce qui constitue, tous les aliments qui sont constitués de minéraux. Donc les fruits secs, par exemple, qui sont très faciles à transporter, des abricots qui sont riches en potassium et qui, à la fois, resucrent et apportent du potassium, c'est excellent pour la récup. Bon, dans ce cas-là, il faut boire, hein, quand même. Une bière sans alcool. L'équilibre acido-basique, moi j'ai découvert cette notion il y a une vingtaine d'années. On n'en parlait pas beaucoup, peut-être même plus qu'il y a 20 ans, ouais, peut-être il y a 25 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Moi, ça me paraît hyper important de vulgariser cette notion. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que c'est une notion qui est pas encore tellement connue. Effectivement, qui est très importante. Il faut comprendre que pendant l'effort, l'organisme produit des acides, que ces acides ne sont pas nécessairement que, des déchets, qu'ils peuvent être, recyclés dans le foie pour
redevenir une source de glucides. Donc là-dessus, c'est pas un souci. Mais en tout cas, ces acides, quand ils restent sous forme d'acide, peuvent provoquer des troubles de récupération, des courbatures, des douleurs, etc. Donc, on a toujours intérêt dans un repas de récupération, une fois encore, à mettre des végétaux, parce que tous les végétaux, même si au goût ils sont acides, je pense à la tomate, au citron, vont avoir cet effet alcalinisant pour permettre une très bonne récupération. Et on peut aussi peut-être conseiller à ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, d'aller sur Internet et de rechercher et de taper équilibre acido-basique. Ils trouveront tous les aliments qui sont plutôt à favoriser, donc les aliments alcalins et tous les Alcalinisant, aliments alcalinisants et tous les aliments acidifiant. qui sont Alors, il plutôt tape acidifiants. Indispral, Indispral, ok. ouais, Indispral, PRAL. PRAL, et ça va leur permettre effectivement de trouver des tableaux. L'objectif n'étant pas d'avoir une alimentation qui soit uniquement alcalinisante, c'est pas possible, ce serait pas équilibré, mais c'est de se dire que tiens, pour avoir une assiette neutre, il faut mettre un tiers d'aliments acidifiants, c'est-à-dire les protéines, hein, pour faire court, et puis on va mettre aussi des légumes qui vont avoir ce fort potentiel alcalinisant. Et dans un repas de récupération, on privilégiera les tubercules, type pommes de terre, patates douces, qui sont extrêmement alcalinisants, très riches en potassium et qui apportent les glucides dont on a besoin pour récupérer. Alors que les céréales, type pâtes et riz, sont plutôt acidifiants. L'équilibre acido-basique, c'est quelque chose dont on doit s'occuper, pas seulement dans le cadre d'un entraînement, avant, pendant ou après. On sait, enfin en tout cas moi je sais, que l'alimentation moderne, elle est de plus en plus acidifiante, de moins en moins alcaline. Et on parlait de faire attention à son alimentation tout au long de l'année. L'équilibre acido-basique, c'est quelque chose aussi, enfin c'est une chose à laquelle on doit être très attentif en tant que Bah, sportif, mais aussi en tant qu'être humain, tout simplement, parce que ça provoque des effets qui sont aussi très délétères. oui, 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 l'équilibre acido-basique, quand il n'est pas respecté, ça favorise les problématiques d'ostéoporose, d'arthrose. Donc effectivement, c'est important de s'y intéresser. L'alimentation n'est pas seule à être en cause, hein, évidemment, elle est importante, mais le stress aussi joue un rôle fondamental sur l'équilibre acido-basique. Donc faisons tout pour privilégier les aliments alcalinisants, parce qu'ils sont pas si nombreux que ça finalement. On a beaucoup plus facilement le réflexe de manger un aliment acidifiant qu'un aliment alcalinisant. Avec l'évolution, avec les produits ultra transformés, nos grands-parents n'avaient pas ou beaucoup moins ce problème d'équilibre acido-basique. C'est quelque chose de nouveau qui est lié à notre mode de vie, à notre mode de vie. Bah, notre mode de vie, notre mode de consommation, parce que qui dit aliments ultra transformés dit aussi augmentation de la consommation de sel. On en consomme beaucoup plus qu'auparavant. Et effectivement, s'il y a trop de sel, par rapport à la balance, je te dis, tu sais, je parle souvent d'équilibre, on a une problématique d'équilibre entre le sodium, donc le sel, et le potassium. Et si tu manges un peu de fruits et légumes et que tu te forces et tu te dis: «Ah bah super, j'ai mangé, 200 grammes de légumes aujourd'hui et de fruits», mais qu'à côté de ça, tu consommes 10 grammes de sel, bah, tu as toujours un déséquilibre entre sodium et potassium. Donc il faut essayer effectivement de consommer moins de produits transformés pour avoir moins de sel et de consommer plus de végétaux pour avoir plus de potassium. Et notre difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'en consomme pas suffisamment de ces végétaux. Et encore en plus, le plus souvent, ils sont trop transformés. Donc même trop salés. Alors c'est pas, c'est vrai que ça peut sembler un peu négatif tout ça, ce portrait, enfin ce tableau, mais bon, je crois qu'il faut être conscient que notre monde moderne ne nous permet pas de nous nourrir comme il le permettait avant. Il faut qu'on en soit conscient, puis après à nous Et puis il de faut faire faire en sorte. avec. Il faut Oui, voilà, on l'accepter et n'a pas puis le choix de toute s'adapter. façon, c'est comme ça. Exactement, exactement. Une dernière question sur, alors là, je suis celui qui la pose. La nutrition comme médicament, j'ai découvert que certains aliments, alors peut-être que je n'utilise pas les bons termes, hein, ont des vertus médicales. J'ai découvert il y a peu de temps, parce que j'étais concerné, que l'avoine, par exemple, était un pompeur du LDL, du mauvais cholestérol. Mmh. Est-ce que tu peux me confirmer ou pas si c'est vrai? Est-ce qu'il y a d'autres exemples, non pas d'aliments miracles, mais de ces aliments qui sont vraiment... alors évidemment, la liste, elle doit être très longue, mais dont on peut vraiment essayer de... Moi, j'avais pas
spécialement le réflexe de manger de l'avoine. Je mangeais d'autres céréales, peut-être pas forcément les bonnes d'ailleurs. Du coup, maintenant, je me tourne plutôt vers ça puisque je sais qu'elles ont aussi des vertus médicales. Est-ce qu'il y a d'autres aliments et qu'est-ce que tu penses de ça? L'avoine, c'est très intéressant, effectivement. Ah, on sait qu'à compter de 30 grammes par jour d'avoine, on a un effet grâce au bêta-glucane qu'il y a dans l'avoine sur la baisse du LDL et l'augmentation du HDL, donc l'augmentation du bon cholestérol et la baisse du mauvais cholestérol. On pourrait dire la même chose avec l'huile d'olive, qui est extrêmement intéressante, les noix, les avocats qui agissent grâce à leur phytostérol, les noix qui, grâce à leurs oméga 3, vont avoir un impact sur le mauvais cholestérol. Tous les aliments riches en oméga 3 vont être intéressants pour faire baisser le mauvais cholestérol. De manière générale, sur le cholestérol, limiter une fois encore les aliments transformés et les graisses saturées, c'est-à-dire les graisses qui sont issues des animaux, tout ce qui est viande grasse, le fromage, le beurre, la crème, sont à limiter. Après, je dirais que pour ce qui est des produits laitiers, il faut faire attention dans le sens où limiter, ça ne veut pas dire qu'on arrête d'en manger. Et quand on consomme des produits de bonne qualité, c'est-à-dire issus d'un cahier des charges, soit bio ou avec un label véritable, c'est-à-dire label rouge par exemple, on sait, ou bleu blanc cœur, on sait que en fonction de la façon dont la vache a été nourrie, le produit fini va avoir un profil lipidique qui sera plus équilibré, donc plus favorable par rapport au cholestérol. Donc là encore, beaucoup de bon sens. On se nourrit d'aliments à proximité. On essaye de privilégier le local, Mm. autant que faire se peut. Sans être franco-français, on sait quand même que les aliments et le cahier des charges des gens qui produisent des aliments est quand même assez. Enfin, on en entend suffisamment parler avec les manifestations des agriculteurs. En France, on est quand même assez exigeant sur ça. Donc, C'est se vrai. nourrir localement, se nourrir de produits qui viennent de France. Oui, de France, ça c'est la priorité. Après, on fait comme on peut, dans le sens où on peut se dire, bah, j'ai pas les moyens, etc. Donc, je veux dire, les priorités, c'est essayer de manger du végétal. Après, si on peut manger du végétal qui vient de France, c'est encore mieux. Mais Est-ce que... voilà, Oui, pardon, je te je coupe. Non, jette non, excuse-moi. ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas jeter la pierre, on fait comme on peut en fonction des moyens qu'on a et je suis bien consciente que parfois, ben, les priorités sont telles que, on peut. Mais, l'objectif, c'est pas forcément de manger bio, local, frais, de saison, systématiquement. C'est vraiment d'essayer de manger, heu, du végétal. Moi, je suis un peu moins mesuré que toi. Et quand on me dit j'ai pas les moyens, moi, je réponds que la santé n'a pas de prix. Oui. Donc, moi, je mets les moyens nécessaires pour ma santé et pour bien me nourrir. Et puis, c'est comme les gens qui disent j'ai pas le temps de m'entraîner. Moi, je leur dis regardez bien dans une journée tout le temps que vous passez. Pas que vous perdez, hein, mais que vous passez à faire autre chose. Vous trouverez le temps de vous entraîner. Et peut-être, je me permets de le dire, hein, justement, peut-être que toi, tu n'iras pas jusque-là, mais regardez bien tout ce que vous achetez et regardez bien votre caddie. Il y a peut-être plein de choses dont vous pourriez vous passer et qui vous permettraient d'acheter peut-être bio, local, etc., etc. Donc voilà, moi je suis plus intransigeant que toi et je pense que la santé n'a pas de prix et qu'on peut se permettre de bien se nourrir sans pour autant se ruiner. Oui, ce sont des choix. Exactement. Ce sont des choix. Tout à fait. Bon, on pourrait parler encore pendant des heures et des heures. Alors, la tradition pour clore chaque épisode du podcast Figure de sport, il s'appelle Figure de sport parce qu'il y a toujours un lien avec le sport dans les invités que j'ai le plaisir d'avoir derrière le micro. On n'a pas beaucoup parlé de ta pratique. Peut-être qu'on aurait pu y passer un peu plus de temps, mais tu as tellement de choses à nous apporter sur la nutrition que j'ai voulu profiter un maximum, Tu as bien fait, de c'est tes pour ça que je suis là. compétences, ouais, de ton expertise, et puis surtout d'avoir des exemples concrets. Ça, je trouve que c'est remarquable de pas simplement donner des conseils, mais dire voilà,
vous allez faire comme ça et c'est facile à faire et c'est pas compliqué. Et c'est souvent ce qui pose problème avec les experts, c'est qu'ils nous donnent des conseils qui sont inapplicables et dans ce cas-là, ça sert, ça sert à rien. Donc c'est toi qui va clore cet épisode. Je ne rebondirai pas sur ce que tu vas dire. Donc la tradition veut que je demande à l'invité pour terminer. C'est qui ta figure de sport, Aude ? Ma figure de sport, c'est Marie-Jo Pérec. Marie-Jo Pérec parce que c'est la seule Française triple championne olympique en athlée, parce qu'elle a une polyvalence hors norme sur les distances qu'elle a parcourues, qui demandent vraiment des entraînements, des exigences très différentes, parce qu'elle est super canon aussi, parce qu'elle est très accessible. J'ai eu la chance de la croiser plusieurs fois et je l'ai trouvée vraiment adorable. Donc oui, c'est D'accord. ma figure de sport. Merci Aude. Merci Bruno. Je souhaite et j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie par avance si vous me le faites savoir de la manière qui sera la plus pratique et la plus appropriée pour vous. Merci pour votre soutien. Il est important car ce podcast est porté par des énergies bénévoles. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Figure de sport, à la rencontre de personnes toujours aussi intéressantes et toujours plus inspirantes. À très bientôt.